Plus de 1600 milliards de francs CFA, voilà ce que va coûter le projet 2000 éco-villages au Burkina Faso. La phase de financement de ce projet phare du programme présidentiel du chef de l'État a été lancée ce matin dans le village pilote de Beta, à une soixantaine de kilomètres de Ouagadougou. Et puis, le soutien d'une partie des travailleurs du ministère de la Femme, de la Famille et de la Solidarité nationale au plan Marshall de retrait des enfants de la rue. Il vient du SYNAPAS, le syndicat autonome du personnel de l'action sociale, qui a effectué sa première sortie médiatique ce 7 septembre. Voilà pour le sommaire de ce 19h30. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Il a toujours été aux avant-postes dans les revendications et la défense des droits des travailleurs au ministère de la Femme, de la Famille et de la Solidarité nationale. Mais figurez-vous que le SYNTAS n'est pas la seule organisation syndicale de ce département ministériel. Il existerait depuis 3 ans un autre syndicat, le SYNAPAS, qui a effectué sa première sortie médiatique ce 7 septembre. Et contrairement au SYNTAS, lui croit au succès du plan Marshall de retrait des enfants en situation de rue. Le compte rendu de Natacha Ouedraogo. Il est sorti de l'ombre 3 années après sa création pour applaudir le plan Marshall, lancé le 10 août dernier. Le SYNAPAS, le syndicat autonome du personnel de l'action sociale, prend le contre-pied du SYNTAS, le syndicat des travailleurs de l'action sociale. Il soutient le projet de retrait des enfants en situation de rue. Des membres de ce syndicat font même partie des volontaires qui participent à sa mise en œuvre. Nous accompagnons l'autorité dans l'opération de retrait des enfants en situation de rue. Personne de nous ne voudrait que son enfant se trouve dans cette situation. Si l'enfant se retrouve, alors il va de notre tous de s'investir pour sortir de ces enfants dans la rue. Voilà, si l'opération est salutaire, il faut qu'ensemble on reconnaît que les salutaires pour accompagner l'autorité. Et si ça ne va pas aussi, il ne faut pas se taire pour rappeler l'autorité à revoir ses copies. Voilà, parce qu'on n'a pas intérêt que cela échoue. Si ça échoue, bon, c'est nous tous qui vont en partir. Voilà, parce que c'est pas intéressant. Le syndicat s'insurge par ailleurs contre le comportement de certains agents du ministère qui mettent, selon lui, leur intérêt personnel en avant au détriment de l'intérêt commun. Il en appelle donc à la vigilance de l'autorité. Donc, quand nous rencontrons l'autorité, nous en tout cas, nous on nous attire. Nous on a dit de mettre de côté tous les vieux cassistes du ministère et de travailler à la jeunesse. Voilà. De faire confiance à la jeunesse. Vous allez voir des gens qui sont DG. Ensuite, ils reviennent encore, ils sont chargés de mission. Ensuite, ils reviennent encore, ils sont DG. Ils sont dans le ministère depuis 10 années ou 15 années. Ils tournent comme ça. De vous et nous, qu'est-ce que ces gens-là peuvent apporter encore au ministère, si ce n'est pas attendre qu'un nouveau ministre arrive et aller effectivement travailler à vendre ses expertises tout en dénigrant les autres. Ça ne peut pas aller comme ça. Voilà. Donc voilà pourquoi nous, il faut situer les responsabilités à tous les niveaux. Voilà. Cette première sortie médiatique du SYNAPAS a été l'occasion pour ses membres de faire le bilan de leur deuxième conseil syndical tenu le 4 août dernier. Un conseil au cours duquel le syndicat a formulé des recommandations. L'organisation des sorties d'information et de formation au profit des camarades, la mise en œuvre effective de la charte de qualité de service dans toutes les structures du département, l'entame des négociations auprès de l'autorité du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille pour la levée de toutes les sanctions, de toutes les suspensions à l'endroit des camarades. Le syndicat autonome du personnel de l'action sociale, depuis sa création en 2015, dit faire du dialogue un moyen de lutte pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'ensemble du personnel. Il nourrit donc le vœu de voir l'opérationnalisation du cadre de concertation au sein du ministère. Le projet 2000 éco-villages au Burkina Faso vient de franchir une étape importante, celle de son financement. Plus de 1600 milliards de francs CFA seront mobilisés pour impulser le développement durable dans ces villages. Et c'est le village de Beta, situé à une soixantaine de kilomètres de Ouagadougou, qui a été choisi pour le lancement de ce volet financier. Rémi Lambert-Nébier. Le premier éco-village du Burkina. Le millier d'habitants de ce village, situé à une trentaine de kilomètres de Zignaré, se sentira dans l'air du temps en ville,
tout en restant dans leur milieu naturel. Et déjà une mini-centrale solaire pour débuter le processus d'investissement qui vise le développement durable de ce village. Ses habitants ne rêveront plus de lumière et ces femmes particulièrement ne parcouriront plus des kilomètres pour moudre leurs graines. Un moulin électrique est installé dans le village. Et ce n'est qu'un échantillon des investissements prévus dans Beta, devenu un éco-village. Aujourd'hui, dans un éco-village, il y a 5 composantes. Vous avez la composante de la gouvernance, vous avez la composante des énergies renouvelables, vous avez la composante protection de l'environnement, la création d'emplois verts et également, bien sûr, l'accroissement des revenus pour les populations. Aujourd'hui, le lancement officiel des investissements, c'est à travers la première composante qui est bien sûr les énergies renouvelables. Donc aujourd'hui, cela voudrait dire que tous les 2000 éco-villages, il y aura l'énergie qui sera mise à la disposition des populations, mais de l'énergie durable. À travers les éco-villages, le président de Faso a voulu traduire que le développement n'est pas seulement en ville. Les populations locales ont également droit au développement. La réalisation de cette première composante dans l'éco-village de Beta a nécessité environ 700 millions de francs CFA et plus de 1600 milliards de francs CFA sont à mobiliser pour l'ensemble des 2000 éco-villages que le gouvernement ambitionne réaliser d'ici à 2027. La faisabilité de ce programme nécessite donc de gros moyens financiers et surtout l'engagement des populations et des collectivités locales. Il faut compter également sur l'engagement et l'accompagnement humain en termes de ressources humaines et en termes de ressources matérielles également de la collectivité. Et dans leur plan de développement, cela est déjà inscrit. Si on arrive au niveau région, l'expertise des services déconcentrés est là et l'engagement y est également. C'est dire que ce projet-là, c'est comme un bébé que nous portons et nous allons tous nous donner la main pour l'épauler et le voir grandir. Les populations sont incitées également à adopter un mode de production et de consommation éco-résilient, gage du maintien de l'équilibre de leur milieu de vie, qui alliera désormais l'écologie à l'économie durable. Nous restons dans le milieu rural où les franges de la jeunesse et des femmes sont la cible du programme IOA, un programme régional de l'ONG Plan International qui vise à accompagner l'éducation et l'autonomisation socio-économique de son public cible. Financé par le Danemark et d'un budget d'environ 7,4 milliards de francs CFA, il a été lancé officiellement hier à Ouagadougou. Le compte rendu de Natacha Ouedraogo. Yaya Benao a commencé son projet d'agriculture et d'élevage avec 1 hectare et 3 têtes de bœufs. Seulement 5 années après, ce jeune entrepreneur possède plus de 6 hectares et 8 têtes de bœufs. Une évolution possible grâce à son engagement, son travail et sa détermination, mais aussi en partie grâce au nouveau programme Youth Empowerment in West Africa, IEWA, de Plan International. Avec l'information que j'ai reçue dans le cadre vraiment du projet IEWA, ça m'a permis de beaucoup plus me relancer. Parce que je peux citer entre autres la formation en entrepreneuriat et gestion d'entreprise, une formation également en montage et gestion financière que j'ai reçue. Tout ça, ça m'a permis aussi de réorganiser ma façon de faire dans mon entreprise. Il y a aussi cette dame, Maya Dizouré, qui confectionne des bijoux en perles. Elle est aussi bénéficiaire de IEWA. Ok. Pour dire que pour arriver à ce niveau, vraiment, ça a été un vrai combat. Et je veux, moi aujourd'hui, ce que je veux, c'est pour que les jeunes entreprennent comme nous, que nous soyons des modèles des jeunes d'aujourd'hui. Et cette année, vers le mois de juillet, j'ai organisé un camp vacances métiers pour initier mes jeunes sœurs à entreprendre, à faire quelque chose de leurs 10 doigts. Le programme Youth Empowerment in West Africa, dont la mise en œuvre a commencé depuis 9 mois, a déjà fait de nombreux bénéficiaires. Un projet qui vise à permettre aux jeunes de réaliser leur plein potentiel en tant qu'agents de changement compétents, qualifiés et employables. Notre cible pour tous les 4 ans, c'est d'atteindre plus que 500 000
de jeunes au Burkina Faso, au Mali, au Togo et au Bénin. On donne un appui aux jeunes pour qu'ils puissent formaliser, par exemple, leur entreprise, ou bien on donne un appui aux jeunes pour qu'ils puissent enregistrer leur association. Parce que si on n'a pas enregistré son entreprise ou son association, on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas aller vers les microcrédits, par exemple, ça peut être difficile. Donc ça, c'est un exemple d'une activité concrète. C'est un programme régional de 4 ans, hérité de la fusion de 2 ONG, Born Fonden et Plan International, financé par le ministère des Affaires étrangères du Danemark. On peut tous se mettre d'accord que la jeunesse, c'est vraiment le futur pour nous tous. C'est très important de soutenir les jeunes dans leur éducation, la santé qui est bien ciblée les jeunes, le service de santé qui est bien ciblé les jeunes, service de financement, service de formation professionnelle, tous bien ciblés les jeunes, pour qu'ils puissent être les entrepreneurs que le Burkina a besoin d'avoir et que notre futur dépend de tout ça. Et donc, pour Burkina et pour les autres pays qui font partie de ce programme, le Bénin, le Togo et le Mali, nous pensons que c'est très important de soutenir les jeunes et c'est à cause de ça qu'on a décidé de soutenir ce programme. Le budget de ce programme est de 7,4 milliards de francs CFA pour les 4 pays bénéficiaires. Il vise les jeunes femmes et hommes dans les zones rurales âgés de 14 à 35 ans. Il existait jusque-là le CITA, le Salon international du textile africain. Maintenant, il y a aussi le SICOT, le Salon international du coton et du textile, dont la première édition se tiendra du 27 au 29 septembre 2018 à Koudougou. À 3 semaines de l'événement, les préparations semblent aller bon train. Le constat d'Abdoulaziz Sarré et de Natacha Ouedraogo. Dernier réglage avant le jour J. Tout est fin prêt. À Koudougou, le rendez-vous est très attendu. Le SICO, le Salon international du coton et du textile, suscite des espoirs dans une ville qui a abrité l'usine Fasofani. À moins de 3 semaines, où est-ce qu'on en est en matière de détail? Je pense qu'on est fin prêt. Le comité d'organisation au plan national est fin prêt. Au plan régional, les comités se réunissent. Donc je pense qu'il n'y a aucun problème à ce niveau. Nous avons investi la ville de Koudougou. Les choses se passent très bien. Et le comité a beaucoup anticipé. Par exemple, le site, depuis plus d'un an, a été retenu. L'ensemble des réflexions ont été faites. Nous allons soutenir les salles. Et les invitations ont été faites. Les hôtels sont calés. En tout cas, on était plutôt en train de faire la promotion, de mobiliser donc, le budget. Ce qui est fait aujourd'hui. Donc, on déroule. Un salon international pour faire du Burkina Faso un carrefour de valorisation du textile africain. Le ministre en charge de l'artisanat y croit. Ce salon est un rendez-vous important. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir. C'est un rendez-vous de la réflexion. C'est un rendez-vous donc de la construction collective des solutions pour permettre en tout cas de continuer à produire beaucoup plus de tonnes de coton, pour permettre donc de transformer le coton, parce que en moyenne 600 000 tonnes de coton sont produites, nous n'en transformons que 2%. Et au-dessus de tout cela, il faut le noter, c'est une promotion de la destination Burkina Faso. Mais pourquoi créer un salon quand il en existe déjà? Le CITA, le Salon international du textile africain, qui totalise 4 éditions, le ministre Harouna Kaboré préfère parler de complémentarité. Aujourd'hui, on a le CITA, c'est ça, et aussi donc le SICOT. Il faut dire que, l'intelligence et l'ingénierie des Burkinabés font que lorsque nous avons en tout cas donc un créneau, on va au bout pour en tout cas puiser le maximum dans le créneau là. Et aujourd'hui, je pense que c'est 2 activités qui sont complémentaires. Aujourd'hui, on parle donc de réunir sur un même lieu l'ensemble donc des acteurs qui interviennent dans la production, dans la transformation, dans la commercialisation, des professionnels. C'est un salon professionnel. Et aujourd'hui, on parle aussi donc d'exposition. Je pense que ce sont 2 événements qui se complètent et comme je le disais, il y aura un bilan qui sera fait et je pense que les 2 structures en tout cas peuvent trouver donc des atomes crochus pour continuer à converger pour que chaque structure en tout cas puisse donner, j'allais dire, de la saveur, de la valeur à l'autre activité.
Le Salon international du coton et du textile, c'est du 27 au 29 septembre prochain. Environ 20 000 participants sont attendus. L'Allemagne est le pays invité d'honneur. À partir de la rentrée universitaire 2018-2019, les frais de scolarité pourront être payés par Internet sur Campus Faso, une plateforme créée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. C'est une réforme qui a nécessité une collaboration avec les opérateurs de téléphonie mobile comme Orange et Telmob. C'est dans ce cadre qu'une convention a été signée entre les parties hier. Adiata Kotriabier, Rémi Lambert-Nébier. Campus Faso, une nouvelle plateforme mise en place par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation afin de faciliter les paiements des frais universitaires. Pour que cette initiative soit effective, il a fallu un partenariat avec des opérateurs de téléphonie mobile. Nous nous lançons dans tous les projets qui concernent les TIC. Celui-là aussi, il est lié au TIC, puisque notre plateforme MobiCash permet aux clients qui se développent, c'est une activité qui se développe, de payer en ligne. Et donc de payer, on va dire, en monnaie électronique, plutôt qu'en pièces ou en billets ou par chèque. Et cette activité, il est très développé, il atteint aujourd'hui des niveaux inimaginables, aussi bien pour le transfert d'argent, pour le paiement des marchands, l'achat de services, d'autres institutions qui sont avec nous, donc dans les universités, pour le paiement des frais d'inscription. Nous couvrons au niveau de l'ONATEL plus que de 93% de la population. Donc là où il y a notre réseau, il y a possibilité de se connecter à MobiCash et de payer les prestations qu'il faut. Nous avons un accord en ce moment, puisque Monsieur le ministre parlait tout à l'heure de la Côte d'Ivoire, donc de la diaspora qui est en Côte d'Ivoire. Nous avons un partenariat avec Move Côte d'Ivoire. Donc les gens qui ont un abonnement ou un numéro Move, ils peuvent transférer de l'argent et donc s'inscrire également sur la plateforme ONATEL. Le succès de cette réforme dépend beaucoup de la qualité de la connexion Internet. Elle doit être disponible et fluide. Évidemment, comme vous le dites, si on n'a pas une connectivité très fluide, ça veut dire que l'opération peut ne pas être concluante. Et donc, de ce fait, il y a déjà que chacun avec, vous savez qu'aujourd'hui, les citoyens ont déjà leur propre connexion, ils passent le temps sur les réseaux avec ça, ils peuvent prendre un peu là-dedans donc pour faire leurs inscriptions. Mais le ministère travaille à faire en sorte que toutes les universités publiques soient connectées au réseau Internet. De faire en sorte également qu'au niveau des cités universitaires, la connexion soit disponible. Donc on est en train de travailler sur un certain nombre de pistes et on peut aboutir à d'autres accords pour que, par-delà la question de l'orientation par Campus Faso, qu'ils puissent aussi rentrer dans une logique d'accompagnement à travers donc la connectivité. Parce que pour que leur propre opération de transfert à travers la monétique puisse marcher, il faut qu'on se mette ensemble pour améliorer déjà les débits au niveau des universités et permettre aux gens de se connecter de façon très rapide. Le projet concerne les universités publiques du Burkina Faso, mais dans le futur, il prendra en compte les universités privées. Il sera fonctionnel à compter de cette rentrée académique au profit des nouveaux bacheliers. Direction à présent le centre-sud, notamment dans la commune de Gomboussougou, où l'heure est au bilan de la mairie après un an d'administration. Une journée de redevabilité au cours de laquelle le maire a marqué sa satisfaction quant aux actions qu'il a menées en termes d'infrastructures scolaires et sanitaires. Abdoulaziz Sarré, Rémi Lambert-Nébier. En tant que citoyen, il est important de savoir comment sa commune est administrée. À Gomboussougou, dans le centre-sud, ce 6 septembre, la mairie est prise d'assaut par la population. C'est la journée de redevabilité. Le maire de la commune, après une année passée aux affaires, dresse le bilan des activités menées par le conseil municipal. Un bilan jugé satisfaisant. C'est comme je l'ai dit, c'est un bilan satisfaisant. Vu le taux d'exécution, on est satisfait. Et vu aussi l'engouement, la mobilisation de la population ce matin, ça prouve qu'effectivement, le conseil municipal a pu faire beaucoup de choses. Je ne peux pas tout citer, mais au moins, on a construit un CG à Zirma, c'est dans le secteur 1. On a construit un CG à Dassanga, qu'on n'a pas totalement achevé. Ça, c'est dû à l'entrepreneur. On a construit une école à 3 salles de classe, magasin, bureau, l'école B de Dirizé.
Aussi, ce que je vais ajouter, on a équipé les CSPS en matelas et d'autres matériels sanitaires. En plus de la construction et l'équipement des infrastructures scolaires et sanitaires, il y a eu aussi la réalisation des travaux d'assainissement avec l'appui financier de certaines associations et ONG qui œuvrent pour le développement de la commune. On a aussi réalisé 200 latrines. 200 latrines et en plus de 200 latrines, il y a 40 latrines que nos amis français de Chaponneau nous ont aussi appuyées. On a équipé aussi le laboratoire de Gomoussougou, qui n'est pas encore fonctionnel, grâce au soutien de nos ressortissants qui sont en Italie, en collaboration avec une association italienne, Sujana Chaponneau et Sujana Progetto. Encore, on a réalisé des fourrages. Même si l'année 2017 a été riche en infrastructures à Gombuskou, cela reste insuffisant pour le maire qui prévoit déjà d'autres chantiers. Les perspectives, on a encore beaucoup de chantiers à réaliser. J'ai cité la construction d'une école. C'est assuré une nouvelle école qu'on va créer dans un quartier du centre, carrément. On va construire le collège d'Irzé. On va encore aussi faire toujours des latrines. Parce que le taux d'assainissement est très faible au niveau de la commune. Donc on va aussi encore réaliser un logement, plus cuisine, incinérateur, dans un CSPS dans le village de Zunokita. Donc il y a beaucoup de choses qu'on prévoit faire en cette année 2018. À la fin de la cérémonie, des vivres achetés avec le reste du budget de l'année 2017 ont été remis aux personnes nécessiteuses de la commune. Aussi, une ambulance a été remise au village de Mediga. Et pour terminer, en Afrique du Sud, la décision de la direction de l'entreprise Sasol de céder conformément à la loi 25% du capital aux travailleurs noirs passe mal au sein de la minorité blanche. Elle a manifesté pour dénoncer ce qu'elle qualifie de discrimination anti-blanc. Les travailleurs blancs crient à la discrimination en Afrique du Sud. Solidarity, un syndicat proche de la minorité africaine blanche, a décidé de faire descendre ses adhérents dans la rue pour dénoncer un nouveau plan de participation des salariés du chimiste sud-africain Sasol. Les protestataires parlent de racisme anti-blanc et critiquent une politique de discrimination positive qui va trop loin. Ce n'est pas nécessaire pour exclure si vous voulez de promouvoir vos employés noirs. Ce mémorandum, cette manifestation, cette grève n'est pas contre la transformation en Afrique du Sud parce que je pense que nous sommes tous d'accord qu'il faut résoudre les inégalités. Il est nécessaire de créer plus de propriétés noires dans l'économie. Mais ces travailleurs ne peuvent tout simplement pas être exclus sur la base de la race. Nous créons un nouveau dilemme moral pour l'Afrique du Sud. Il n'y a rien d'absolument injuste dans cela, c'est tout à fait juste d'un point de vue démocratique. C'est quelque chose que nous, les Sud-Africains, devons évidemment porter l'attention et dont il faut débattre à coups d'arguments. Parce que si nous les mettons tout juste de côté et les laissons sur le bas-côté juste pour ménager la peur des Blancs, alors nous ne nous rendrions pas justice en tant que Sud-Africains. Les responsables de l'entreprise Sasol disent simplement se plier à la loi destinée à réparer les injustices héritées du régime de l'apartheid. L'année dernière, ils ont décidé de céder un total de 25% du capital à la majorité noire. Voilà, c'est la fin de ce journal que j'ai pris grand plaisir à vous présenter. Demain et dimanche, vous aurez rendez-vous avec Aubin Guébré, mais restez sur la télévision BF1 tout à l'heure. Ça sera votre émission de sport préférée à 21h00, le Sport Time. Merci de votre fidélité.